Eh bien, bonjour à tous, bienvenue pour le webinaire EduRénov sur le financement des opérations de rénovation de bâtiments scolaires et sportifs. On fait un webinaire aujourd'hui sur la thématique des subventions pour rénover votre école notamment. Est-ce que vous avez pensé à l'Europe? Donc on va regarder aujourd'hui un peu les différents types de subventions qui existent pour les rénovations des bâtiments scolaires et on va faire un focus particulier sur l'Europe. Donc on est ensemble pendant 1 heure et on a la chance d'avoir deux personnes qui vont nous parler de ces sujets. Donc moi je commencerai une partie de l'intervention en représentant le programme EduRénov que vous connaissez peut-être déjà. Ensuite on aura Valérie Bussine, directrice générale de Welcome Europe, qui fera une présentation du panorama des subventions et un focus particulier sur les subventions européennes. Et ensuite Guillaume Dominici, qui est architecte en maîtrise d'œuvre interne de la commune de Manosque, qui présentera un retour d'expérience très concret avec notamment des subventions qui ont été obtenues pour un projet ambitieux et notamment des subventions européennes. Donc je me présente, Maxime Loch, je suis chef de projet communauté au sein du programme EduRénov et je m'occupe notamment de l'organisation des webinaires et des valorisations des projets réalisés. Alors le programme EduRénov, c'est un programme qui a été lancé il y a environ 3 ans par la Banque des Territoires, qui fait partie du groupe Caisse des dépôts. Donc pourquoi la Caisse des dépôts a lancé un programme spécifique pour la rénovation des bâtiments scolaires. Donc, c'est ça l'objectif du programme EduRénov, c'est d'aider les collectivités, de faciliter pour les collectivités la rénovation des bâtiments scolaires. C'est qu'en fait, on s'est rendu compte que c'était un sujet très important. Il y a 50 000 bâtiments scolaires en France et la Banque des Territoires voudrait participer à accompagner au moins 15 000 projets de rénovation des bâtiments scolaires dans ce sens. Et on est un programme donc d'accompagnement, comme vous connaissez peut-être les autres programmes d'accompagnement de la Banque des Territoires, Action Cœur de Ville, Petite Ville pour demain, Avenir Montagne, pour en citer quelques-uns. Donc voilà, donc les grands objectifs du programme EduRénov, c'est d'accompagner les collectivités, c'est de simplifier, c'est d'accompagner, c'est d'aider au financement, c'est de valoriser des projets. Donc on a deux objectifs internes pour nous, c'est d'accompagner 15 000 projets de rénovation et de demander à ces projets de viser au moins 40% d'économie d'énergie. Et pour faire atteindre ces objectifs, on a des moyens, donc des moyens financiers, comme on est groupe Caisse des dépôts, on a une gestion d'une partie des livrets A notamment. Donc on peut faire des prêts en utilisant cette ressource des livrets A aux collectivités. Donc on a 2,3 milliards qui sont fléchés pour faire des prêts aux collectivités, pour des prêts au long terme, et 58 millions qui sont prévus pour financer de l'ingénierie. Donc on peut financer des études via le programme EduRénov pour vous aider à structurer vos projets, vous aider à mettre en œuvre tout doucement vos projets de rénovation. On fonctionne beaucoup avec des partenaires. Actuellement, le programme EduRénov a plus de 50 partenaires pour travailler avec l'ensemble de l'écosystème de la rénovation, donc notamment des ministères, des partenaires institutionnels, des partenaires locaux aussi qui vous accompagnent peut-être sur vos projets, les CAUE, les ALEC, le programme ACTE pour en citer quelques-uns, et aussi des partenaires privés. L'idée, c'est vraiment de travailler en écosystème global pour la rénovation des bâtiments. Concrètement, comment on peut vous accompagner au sein du programme EduRénov? Donc, on est un programme qui a un seul objectif, c'est de faciliter la rénovation des bâtiments scolaires et éducatifs. Et on vous propose 3 types d'accompagnement différents. Des ressources, donc on vous met à disposition des guides, on fait des webinaires, on fait des retours d'expérience. De l'ingénierie, donc on peut financer pour vous des études d'ingénierie. Je représente dans une diapo un peu plus complète juste après. Et on peut du coup vous aider à du financement. Donc, on peut faire des prêts long terme pour vous aider à faire des projets. Pour faire un petit focus particulier sur chacun de ces points, ressources, ingénierie, financement. Donc, en termes de ressources, on fait notamment des retours d'expérience. Donc, on a des petits livrets de ce genre que je suis en train de montrer là sur ma vidéo. Donc, il y a dans ces livrets 50 retours d'expérience un peu partout en France. Donc, là, on en a plusieurs, donc on aura bientôt 150 retours d'expérience partout en France qui montent des projets et on fait des focus particuliers sur les éléments clés des projets
On fait des interviews d'élus et on met aussi les plans de financement qui sont assez intéressants de voir comment le projet s'est financé entre des subventions, du prêt, de l'autofinancement, combien ça a coûté pour la collectivité. Et actuellement, on a sur les 15 000 objectifs qu'on a d'accompagnement de projet, on a 6 000 projets qui ont rejoint le programme. Donc, on commence à avoir beaucoup de porteurs de projets qui nous sollicitent pour des accompagnements et on est ravis de ça. Sur la partie ingénierie, ça c'est quelque chose qui est, je pense, assez intéressant pour les collectivités qui ont un projet en train d'être structuré. On peut financer des études d'ingénierie en fonction de où vous en êtes dans votre projet pour vous aider à débloquer des situations, vous aider à faire une étude un peu pour voilà, aller un peu plus loin. Donc on a tout un panel d'études qui sont prévues, des études techniques et aussi financières. Donc concrètement, on peut faire réaliser un schéma directeur immobilier, un audit énergétique, un audit fonctionnel, vous aider à recruter une AMO ou une maîtrise d'œuvre. On peut vous aider à faire des audits financiers de votre projet, vous aider à chercher des subventions et à vous aider à monter des projets un peu plus complexes. Donc là, il faut nous solliciter. Si vous avez un besoin en ingénierie, on valide ça avec la direction régionale qui est nos collègues en région et puis on sera ravis de vous accompagner si on peut là-dessus. Et enfin, sur le prêt, j'en finirai là avant de passer la parole à Valérie pour Welcome Europe. Donc, on peut faire des prêts pour vous aider dans le financement de vos projets. Concrètement, donc, on fonctionne avec la ressource livret A. Donc, on peut utiliser le livret A pour faire des prêts. Donc, on fait des prêts qui sont calés sur le taux du livret A, auquel on applique la plus petite marge qu'on puisse sur les projets de rénovation de bâtiments scolaires, qui est de 0,5%. Donc là, concrètement, le livret A, il est à 1,5% plus la marge de 0,5, ça fait qu'on peut proposer des prêts à 2% sur des durées qui vont de 20 à 60 ans. Donc c'est des prêts, un taux qui est assez bas par rapport au taux du marché, mais c'est ce qui nous aussi permet de vous proposer de faire des investissements ambitieux pour baisser vos factures d'énergie et offrir des bâtiments de meilleure qualité aux utilisateurs. Donc voici pour la présentation des durées neuves. Je ne serai pas plus long et je passe tout de suite la parole enfin juste en recontextualisant. Donc là, l'objectif de ce webinaire, c'est bien de parler des subventions. Donc on va dire qu'est-ce que c'est une subvention, quelles sont les grandes catégories de subventions qui existent et quelles sont les opportunités au niveau européen. Et pour faire ça, donc je passe la main à Valérie Bussine, qui est directrice générale de Welcome Europe, qui est un des prestataires du programme EduRénov dans le cadre des études d'ingénierie qu'on peut faire réaliser pour vous et qu'on a sollicité pour une intervention sur ces sujets. Merci beaucoup Valérie, je te passe la main. Merci Maxime. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être ici pour pouvoir vous présenter pendant une vingtaine de minutes cette logique de financement, donc ces subventions européennes. Donc ça va être court, mais on va essayer d'être le plus clair possible et vous apporter un maximum d'éléments sur la compréhension, en tout cas, de ces dispositifs. Avant de rentrer dans le vif du sujet, donc de la subvention européenne, déjà, donc je pense que c'est important de repréciser ce qu'est une subvention publique. Donc on est vraiment sur une logique d'aide non remboursable, contrairement à un prêt. Et c'est une aide qui va servir à soutenir un projet d'intérêt général. On parle bien de projet, donc vraiment un regroupement d'actions avec des objectifs bien délimités. On n'est pas sur du soutien de l'activité courante, mais voilà, on doit bien cadrer l'objet et la destination de cette aide. Donc, il va être porté donc, par une collectivité ou un porteur de projet. Et c'est une aide donc, qui est accordée par une autorité publique. Donc, ça peut être l'État, les collectivités, les établissements publics et les institutions européennes, bien évidemment. Donc, on va rentrer un petit peu plus dans le détail de ces niveaux d'intervention. Ce serait le suivant, merci. On travaille donc sur trois niveaux d'intervention au niveau des subventions publiques. Vous allez retrouver des dispositifs que vous connaissez qui sont assez proches de vous au niveau des régions, départements et intercommunalités. Donc là, on est sur des subventions accessibles au niveau territorial.
Vous avez également les subventions au niveau national, donc les différentes dotations de l'État, donc la DSIL, DETR, mais également des aides et des subventions qui sont accessibles à travers d'agences ou d'opérateurs. Donc on parle souvent de l'ADEME, notamment pour la rénovation énergétique, donc qui propose des dispositifs assez intéressants pour les projets. Et puis on a à l'échelle européenne un certain nombre de subventions qui vont soutenir des projets à différents niveaux. Donc on a ce qu'on appelle les fonds structurels. De manière un petit peu plus formelle, on parle de FESI, les fonds européens structurels et d'investissement. Beaucoup d'acronymes, donc j'essaierai d'être le plus clair possible. Et puis on a fait un petit récapitulatif de ces acronymes à la fin. Et dans ces FESI, on va retrouver le FEDER, le Fonds européen de développement régional, que vous connaissez peut-être un petit peu plus, et le Fonds social européen plus, sur des logiques plutôt d'inclusion, de formation et d'insertion professionnelle. On a une autre logique de fonds qui sont ce qu'on appelle les programmes sectoriels thématiques, directement accessibles auprès de la Commission européenne et qui vont soutenir donc des projets d'échelle différentes avec des notions de partenariat. Donc, je vais vous présenter tout cela juste après. Voilà. Donc là, on rentre un petit peu plus dans le cœur de la subvention européenne avec ces deux grandes familles de fonds, donc deux familles principales de dispositifs qui répondent à des logiques et des réglementations aussi différentes. Donc on a le volet Fonds européens intracommunautaires, donc je vous parlais juste à l'instant des programmes sectoriels, donc il y a différentes façons de les nommer. Ce sont des aides qui sont directement accessibles auprès de la Commission européenne, ces agences, et qui vont soutenir des projets collaboratifs transnationaux. C'est-à-dire qu'ils vont être conçus et réalisés par des consortiums, des partenariats européens constitués de plusieurs structures issues de plusieurs États membres de l'Union européenne. Et donc là, l'aide va servir essentiellement à la coopération, l'échange de bonnes pratiques, la recherche de solutions, etc. Des programmes très exigeants, et notamment cette notion de réseau, de partenariat qui complexifie, qui nécessite un temps de préparation en amont. Et donc l'anticipation du montage de ces projets-là est beaucoup plus important finalement que ce qu'on va retrouver dans l'autre logique d'aide européenne. Je vous ai mis quelques exemples de fonds, c'est pas ce qu'on verra aujourd'hui en particulier. Vous avez peut-être entendu Horizon Europe pour la recherche, Erasmus+ pour la mobilité des étudiants, mais pas que. On a le sport, on a la jeunesse aussi dedans, Life pour l'environnement, etc. Et donc, ce qui va nous intéresser plus particulièrement aujourd'hui, ce sont ces fameux FESI, Fonds européens structurels et d'investissement, qui sont des fonds d'origine communautaire, mais avec la particularité d'être mis en œuvre dans nos territoires et portés donc par ce qu'on appelle des autorités de gestion, des AG, qui sont principalement les conseils régionaux ou l'État ou les services d'État dans les territoires. Donc ce sont des aides qui soutiennent le développement des territoires et donc on va être principalement sur des projets dits monodéposants, donc pas forcément d'obligation de partenariat. On peut avoir du partenariat local ou régional, mais c'est pas une obligation. Et donc là aussi, on a des procédures de candidature qui sont posées, nécessaires pour pouvoir accéder à ces aides, donc ce qu'on appelle des appels à projets sur un objectif donc spécifique lié au programme en question. Voilà. Toutes ces aides fonctionnent sur des logiques de cofinancement et donc sur des FESI en fonction des régions. On va avoir la majorité des régions qui vont être plafonnées à 60% de cofinancement, donc ce sont des maximums. L'Île-de-France et la région Auvergne-Rhône-Alpes sont quant à eux plafonnés à 40%. Voilà, donc c'est juste des critères un petit peu de développement qui sont posés à l'échelle européenne. Et dans ces dispositifs, on a parlé du FEDER et du FSE. J'ai ajouté le FEADER, qui est le Fonds européen agricole pour le développement rural, alors qui en soi n'est pas un FESI, qui répond de la politique agricole, mais qui accompagne quand même le développement des territoires et qui a un fonctionnement quand même assez proche du FEDER. Donc il y a une certaine opportunité aussi au travers de ces dispositifs. Passé.
Voilà. Alors, en termes d'arborescence, au niveau de la mise en œuvre de ces dispositifs et surtout par où on rentre pour y accéder, donc on a ce niveau politique, hein, puisque ces dispositifs servent vraiment à atteindre des objectifs, des priorités qui ont été définies par nos politiques à l'échelle européenne et nationale, donc politique de cohésion, la politique de développement rural, et puis on parlera moins de la pêche, de l'aquaculture. Et donc, pour la politique de cohésion, on a nos deux origines budgétaires qui sont le FEDER et le FSE. Et en fait, ces aides sont accessibles quand on s'inscrit, quand on va répondre à des appels à propositions publiés dans le cadre de programmes, donc d'instruments. On parle de programmes opérationnels pour cette période, hein, donc on est sur une période de 2021-2027. Et donc, dans le FEDER, on va retrouver nos fameux programmes opérationnels régionaux, on parle de POR, et puis des sous-programmes, d'autres programmes, on va en parler un petit peu après, donc les investissements territoriaux intégrés, le fonds de transition juste ou Interreg par exemple. On a donc des programmes FSE et puis pour le FEADER, de la même manière, on va avoir un dispositif donc au travers du plan stratégique national et du programme LEADER aussi, que certains d'entre vous peuvent connaître en zone rurale. Voilà, je ne parlerai pas de la pêche du coup. Je ne pense pas forcément adapté. On va passer donc voilà. Alors, c'est un petit peu la mise en œuvre, c'est vraiment une logique un peu d'entonnoir, hein. Donc, on part vraiment de la définition très large des priorités politiques à l'échelle européenne, et puis on va aller au plus précis. Donc, quand l'Union européenne a défini ses priorités, elle a ensuite transmis aux États membres et donc aux autorités de gestion, donc conseils régionaux et l'État, la mise en œuvre, l'élaboration de programmes, de ces fameux programmes opérationnels qui reprennent et définissent les critères d'éligibilité et d'accessibilité aux aides. Il faut noter que chaque territoire, chaque région a son propre programme opérationnel pour ce qui concerne le FEDER, donc c'est très important à garder en tête et bien se diriger vers le bon dispositif. Ensuite, le porteur de projet, donc vous, avec le projet que vous pouvez avoir et pour lequel vous avez un besoin de subvention, vous allez formaliser ce projet, vérifier qu'il rentre bien en adéquation avec le programme qui correspond à votre territoire et formaliser donc un dossier de candidature complet, réaliste, réalisable bien évidemment, et qui répond aux exigences et à la réglementation européenne du fonds en question. Donc ça, c'est vraiment le volet candidature. Et puis, on va anticiper et au fur et à mesure de la réalisation, produire les justificatifs de dépenses parce qu'il va falloir justifier de la bonne utilisation de ces subventions. Et comme on est sur de la subvention européenne, il y a une phase de contrôle et de paiement. Enfin, pour tout type de subvention publique, hein, on doit contrôler, on doit s'assurer de la bonne utilisation de l'aide. Donc c'est notamment assez fortement marqué au niveau des aides européennes. Je pense que c'est quelque chose qui est assez partagé. Et donc c'est vrai qu'il faut bien mettre en place, dans le cadre de la réalisation de projets, des systèmes de vérification, de traçabilité des aides et de remontée des justificatifs pour être sûr vraiment d'obtenir in fine la subvention qui a été conventionnée. Alors, quelques principes de fonctionnement, voilà, de compréhension, lecture de ces dispositifs. Au niveau des projets, donc on a certaines spécificités quand même qui s'apparentent à ces dispositifs. Comme je vous le disais tout à l'heure, on est vraiment sur du projet de territoire, donc qui s'inscrit dans un périmètre régional principalement, au niveau du FEDER et une partie du FSE et du FEADER. Donc on peut être très très localisé, hein, ça peut être un projet quand on est sur une rénovation d'une école, voilà, on est vraiment sur ce périmètre-là. Pas forcément de partenariat, en tout cas pas de partenariat européen, c'est pas du tout attendu, du partenariat local, un projet bien évidemment qui s'inscrit dans un écosystème local ou régional, ça c'est important, hein, on est sur un projet qui doit servir la collectivité et avec cet objectif donc de développement des territoires et donc de pouvoir bénéficier au plus grand nombre possible en termes vraiment de public bénéficiaire. La durée des projets est en moyenne entre 12 et 36 mois. Alors, bien évidemment, il peut y avoir des adaptations en fonction des catégories de projets. Et attention, là, on va s'approcher aussi de la fin de la programmation, hein, 2027, donc la fin de période de programmation. Et donc, il peut y avoir aussi des exigences un petit peu plus restrictives de la part des autorités de gestion. Et donc, tout cela se retrouve dans les appels à propositions.
Au niveau des financements, donc on est sur des fonds qui doivent avoir un effet de levier sur des projets. Donc l'idée, c'est vraiment de ne pas soutenir l'activité courante ou un projet lambda de rénovation, mais vraiment de démontrer qu'avec le financement européen, vous allez pouvoir faire plus, pour aller faire mieux que ce que vous auriez fait sans cette aide-là. Donc c'est quelque chose qui est très important à garder en tête pour démontrer et justifier, argumenter la valeur ajoutée du financement que vous allez solliciter, et donc de pouvoir traduire ça dans votre dossier de candidature par la suite. Donc aide non remboursable, je ne reviens pas dessus. Logique de cofinancement, bah, c'est important parce qu'il faut pouvoir apporter les contreparties. Donc dans la construction du projet, bien le garder en tête. Et puis bah, la logique d'avance de fonds parce que bah, au bout d'un moment, il va falloir bien évidemment pouvoir assurer la réalisation des actions et attendre le reversement des fonds. Et donc, on a en dernière partie cette composante de gestion de projet qui est quand même assez forte et importante à anticiper, qui peut paraître assez lourde, qui se met en place. C'est beaucoup de rigueur, des méthodes, des outils. C'est tout à fait possible et le cas de Manos, que je pense nous le montrera tout à l'heure, hein, c'est quelque chose qui se prépare et voilà, qui se travaille dès le démarrage du projet pour pouvoir ne pas avoir de reversement ou de requalification d'aide en cours de route, et puis des obligations qu'il faut connaître, de publicité, d'archivage, etc. Alors, au niveau voilà, de la démarche de candidature, 3 étapes principales. L'anticipation, préparer son projet, vraiment essayer de bien intégrer le plus en amont possible, notamment ses exigences pour pouvoir formaliser le projet en fonction et décider des orientations qui sont faisables pour vous dans le respect de ces exigences. La formalisation du dossier de candidature qui finalement est une traduction dans le langage européen, dans le langage de ce dossier de candidature de votre projet. Et puis la gestion ou le reporting de l'aide, donc pouvoir assurer vraiment la justification des réalisations, des résultats et bien évidemment de l'utilisation de la subvention, donc des aspects plutôt financiers. On va voilà, rentrer un petit peu plus sur le FEDER, qui est un des dispositifs donc, les plus utilisés et le plus en adéquation avec des projets de rénovation énergétique de bâtiments. Donc c'est un dispositif qui, ne serait-ce qu'à l'échelle européenne, a été très orienté sur des problématiques de transition écologique, et donc on le retrouve forcément dans nos programmes opérationnels avec ces 3 grandes composantes: efficacité énergétique, transition écologique et le soutien aux bâtiments publics exemplaires, donc qui vraiment apporte cette notion de recherche d'innovation et d'aller au-delà vraiment de la rénovation classique. Et donc ces priorités, on va les retrouver sur l'ensemble des régions françaises dans les programmes opérationnels, pas forcément appliqués de la même manière. Donc prenez bien vraiment le programme qui correspond à votre territoire, puisqu'il y aura des variantes, hein, et puis il faut de toute façon pouvoir s'inscrire dans le cadre qui vous correspond. Donc voilà. Au niveau du type d'actions qui sont éligibles, là aussi, bien évidemment, bien regarder le programme et l'appel à propositions dans lequel vous allez vous inscrire. Mais globalement, on pourra avoir du soutien pour la phase d'études. Donc là, ça nécessite vraiment une approche assez anticipée dans la logique de soumission de candidature. Les travaux de rénovation qui seront rendus éligibles dans la sélection du projet. Et puis, bien évidemment, comme je vous le disais, on parle d'actions innovantes. Alors l'innovation, c'est un gros mot, hein, au niveau des fonds européens. Pensez toujours à ce que vous allez apporter de plus ou de mieux avec ce dispositif. Et puis après, on peut être vraiment sur des projets qui vont être exemplaires, comme je disais tout à l'heure, des projets démonstrateurs, un peu vitrines, pour pouvoir aussi faciliter l'appropriation par d'autres de nouvelles solutions, et donc pouvoir assurer un effet multiplicateur et un impact de l'utilisation de ces aides.
Voilà. Je vous ai juste mis en visuel là ce que vous allez retrouver dans ces fameux programmes opérationnels, hein. J'ai pris quelques exemples. J'aurais pu mettre toutes les régions, mais ça aurait été moins lisible. Donc, dans les programmes opérationnels, vous allez avoir une arborescence par priorité. Et dans chaque priorité va faire appel à ce on appelle un objectif spécifique. Donc, ça, c'est du jargon européen. Donc, ce sont un peu les portes d'entrée dans le programme. Vous allez devoir positionner votre projet dans cet objectif spécifique. Et donc, je vous ai mis là un extrait de quelques objectifs spécifiques par programme qui correspondent justement à cette problématique de rénovation de bâtiments publics. C'est pas forcément et pas toujours noté bâtiment scolaire, mais on retrouve quand même la notion de bâtiment public dans la majorité des programmes de financement du FEDER, en tout cas dans nos régions. Donc avec, après, bien évidemment, tout le détail en matière de critères d'éligibilité que vous retrouverez dans la documentation. Ensuite, voilà. Alors, on était sur les programmes régionaux, hein, donc on va dire la porte d'entrée principale du FEDER qui est portée par les conseils régionaux. Dans le cadre du FEDER et du programme opérationnel régional, il y a un instrument que peut-être certains d'entre vous connaissent qui est dédié aux zones urbaines, qui n'est pas utilisé dans tous les territoires, hein, qui a nécessité une démarche de candidature, donc un positionnement volontaire de communautés d'agglo, de PCI, qui ont porté un programme auprès de la région pour lesquelles elles ont souhaité solliciter donc une aide du FEDER un petit peu plus globale, mais aussi du FSE. Donc c'est vraiment une combinaison de ces deux dispositifs. Et ce programme a pour vocation de soutenir une stratégie de développement local intégré donc, de ce territoire en question. Et donc, si vous êtes en zone urbaine, rapprochez-vous de votre conseil régional pour vérifier si vous n'êtes pas sur un territoire ITI. Et si c'est le cas, ça peut être une autre opportunité aussi pour pouvoir approcher et peut-être bénéficier du FEDER, voire du FSE aussi, qui concerne le volet plutôt animation des projets. Voilà, donc c'est vraiment une sorte de sous-programme du FEDER qui peut être mobilisé pour des projets donc de manière très très localisée, notamment voilà, tout ce qui concerne la revitalisation des quartiers prioritaires de la ville qui pourraient en bénéficier. On a un autre dispositif juste après qui est aussi financé par le FEDER, qui est le programme Interreg. Et le programme Interreg va lui en fait élargir un petit peu l'horizon des opportunités avec une notion de coopération. Pour des projets de rénovation, je recommanderais plutôt de travailler sur l'Interreg transfrontalier qui offre quand même aussi des soutiens aux infrastructures. Le transnational est plus vraiment sur des gros partenariats. Et donc, si vous êtes en zone transfrontalière, vous êtes aussi inscrit dans un programme opérationnel Interreg et vous pouvez bénéficier de fonds si vous développez un projet en partenariat avec à minima une structure qui se situe de l'autre côté de la frontière. Donc, vous voyez sur la petite carte les zones qui sont couvertes. Donc c'est aussi assez intéressant. Ce sont aussi les conseils régionaux qui sont en porte d'entrée en termes d'information. Donc voilà, en général sur ces territoires, on a cette pratique de la transfrontaliérité, j'ai du mal à dire le mot. Mais voilà, n'hésitez pas à regarder ce qui est aussi éligible dans ce cadre-là. On peut avoir des aides assez intéressantes également. Et puis, je vais aller assez vite pour ne pas prendre trop de temps sur la prochaine présentation. Je vous ai mis quelques exemples voilà, d'un Interreg, donc sur la création d'une crèche, par exemple, franco-allemande, hein, mais pas mal de projets. Vous retrouverez sur les sites internet pas mal d'exemples de projets. C'est assez parlant de voir ce qui a déjà été fait pour s'approprier aussi les possibilités de ces aides. Voilà, donc pour ce dispositif qui a eu aussi une belle enveloppe. Et donc, on a le FEADER. Le FEADER qui est un peu le pendant du FEDER, mais pour les zones rurales. Donc, qui va soutenir, dans le cadre du plan stratégique national qui est décliné en région, des projets de diversification de l'activité en zone rurale. Et donc, pour des projets qui se situent, là, pour le coup, en zone rurale, ça peut être une alternative aussi en termes de financement. Les lignes de partage sont souvent établies hein, au niveau du conseil régional qui gère cette ligne-là aussi. Savoir effectivement ce que prend le FEDER ou le FEADER. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de cumul d'aide possible, donc on fait très attention à ça.
Et dans le cadre du FEADER, donc soit on a la porte d'entrée directe sur le programme opérationnel, enfin sur le plan stratégique, pardon, soit on va s'inscrire dans ce sous-programme qui est Leader, un peu l'équivalent de l'ITI dont on a parlé pour les zones rurales. Ici, Leader porte sur les zones, donc ITI, zone urbaine, Leader, zone rurale, porté par des groupes d'action locales. Et donc, Leader est un sous-programme, certains d'entre vous peut-être le connaissent, donc très localisé et qui peut soutenir également des projets de rénovation de certains bâtiments donc, qui sont en zone rurale. Voilà, donc tout cela vraiment est intéressant pour vos projets. Donc ça fait pas mal de sources possibles. L'idée, c'est vraiment de partir du projet pour pouvoir bien identifier ce qui est le plus pertinent possible à aller mobiliser. Avec voilà, des exemples que vous retrouverez là aussi. Vous avez le lien pour aller accéder à la base de présentation des projets. Et je vous présente ici les différents sites. Alors, en termes d'information, chaque région a ses propres sites. On a un site national, hein, l'Europe s'engage en France. Voilà, vous tapez sur le moteur de recherche, vous tombez dessus. Et puis, chaque région, si vous tapez l'Europe s'engage en Hauts-de-France, en Pays de la Loire, etc., vous allez trouver donc votre site dédié avec la présentation des programmes, les appels à propositions, les contacts etc. Donc n'hésitez pas à aller les consulter pour pouvoir accéder à toute l'information sur ces dispositifs. Et je vais terminer assez rapidement sur l'articulation des subventions. On a parlé des aides européennes, c'était le sujet du jour, qui interviennent vraiment en effet de levier, mais très souvent quand on travaille sur un projet de rénovation, on va rechercher les autres dispositifs de financement. Donc ici, c'est assez schématique. On ne peut pas toujours avoir autant de dispositifs mobilisés. Ça peut pas être parfois un ou deux dispositifs d'aide, de subvention. Mais voilà, pensez vraiment à l'articulation possible et surtout complémentarité au niveau des aides régionale, locale avec une aide européenne, mais pas de cumul entre aides européennes, ça c'est très important. Et puis un reste à charge en général quand même de 20% et la possibilité bien évidemment de mobiliser de l'emprunt pour les contreparties. Voilà pour ma partie. J'espère pas avoir été assez longue, enfin trop longue. Vous aurez donc dans la présentation les différents sigles. Il y en a d'autres, hein, des acronymes qui sont utilisés, mais ce sont les principaux ici. Et j'espère que tout cela vous sera utile et vous aidera pour vos prochains projets. Merci beaucoup Valérie, c'était très riche et très clair. Il y a eu pas mal de questions, mais je pense que au cours de la présentation, il y a eu certaines réponses qui ont déjà été apportées. Peut-être tu peux voir aussi dans le chat les questions qui ont été posées et apporter peut-être quelques réponses. De toute façon, on prend un quart d'heure à la fin pour répondre à toutes vos questions. Mais je vous propose qu'on continue sur la deuxième partie, parce qu'il y aura peut-être déjà des réponses qui seront apportées dans la présentation prévue. Je rappelle juste que donc EduRénov, nous, en tant que Banque des Territoires, on ne peut pas faire de subventions, mais on peut faire des prêts. Et dans le cadre de l'ingénierie qu'on peut vous proposer, donc on peut mettre à disposition les compétences de Welcome Europe ou d'autres prestataires pour vous aider à regarder vos finances locales, vous aider à faire un plan de financement et vous aider à chercher des subventions parce que on voit que c'est quand même un métier d'aller de comprendre les dispositifs existants et de mettre en place les dossiers, les demandes et de structurer les projets en fonction des subventions qu'on vise aussi pour faire des projets ambitieux. Donc n'hésitez pas à nous demander si vous souhaitez un accompagnement de notre part en ingénierie pour avoir une mise à disposition de compétences comme ce qui a été présenté à l'instant. Merci beaucoup. On passe du coup maintenant tout de suite à la seconde partie, donc à la présentation du retour d'expérience très concret de la commune de Manosque dans les Alpes de Haute-Provence, avec une présentation de Guillaume Dominici, qui est architecte, et c'est assez original, en maîtrise d'œuvre interne de la commune de Manosque. Et on va commencer tout de suite, Guillaume, avant ton intervention, par une petite vidéo qui présente le projet. Donc si tout fonctionne bien, on va lancer la vidéo pour pouvoir montrer ça. Je pense que c'est absolument nécessaire de faire en sorte que les gamins, même des quartiers populaires, puissent avoir un outil de travail, un outil pédagogique à la hauteur de leur potentiel avenir. La collectivité est là pour accompagner ces réussites.
Alors, le projet de requalification de l'école des plantiers, c'est un plan global lié notamment au renouvellement urbain pour améliorer le quotidien des gens, faire en sorte que l'on retrouve une mixité sociale dans ces quartiers et évidemment la question éducative, la question de la réussite scolaire avec notamment cette rénovation complète de l'école des plantiers. Mais la réussite sociale, c'est environnemental et social parce que l'écologie ne peut pas se faire sur le dos des habitants et les habitants ont aussi besoin d'avoir une ville qui vit plutôt de manière respectueuse de l'environnement, une ville verte. C'est vraiment un écosystème complet que l'on est en train de retravailler pour une ville plus sociale et une ville plus durable. Les choix de rénovation dépendent de l'analyse initiale, donc du diagnostic du bâtiment. On démarre toujours par une phase d'étude pour comprendre comment fonctionne le bâtiment et ce qu'il consomme en termes d'énergie. Le but étant la rénovation énergétique qui comprend plusieurs critères, plusieurs paramètres. Alors, le projet sur l'école des plantiers, c'est la ville de Manosque qui a été soutenue à travers le programme de renouvellement urbain et l'agence ANRU de l'État. On a eu des financements aussi de la part de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et on a aussi eu la chance et la capacité à mobiliser des financements européens et c'est ce qui permet aussi de ne pas gréver les impôts locaux puisque tous les travaux qui sont effectués dans ce cadre de renouvellement urbain, on les fait sans augmenter la dette et sans augmenter les impôts. Ce projet a été donc financé essentiellement par le FEDER qui implique une utilisation très particulière avec des matériaux non issus du pétrole. Donc on va retrouver de la laine de roche, on va retrouver du liège, on va retrouver du bois, des enduits minéraux. La volonté donc, comme exposé, c'était d'arriver à une réduction de consommation d'énergie de 60 à 70%. Et ça a généré un travail sur l'enveloppe totale du bâtiment avec une isolation extérieure des murs, une isolation des combles et le remplacement de certaines menuiseries. À partir de ce moment, on avait une enveloppe qui était performante et on pouvait travailler sur la qualité intérieure. À partir de ce moment-là, on a fait des choix sur les systèmes de chauffage. On est passé avec une pompe à chaleur et des diffuseurs intérieurs qui propulsent de l'air. Ensuite, on peut travailler aussi sur la qualité d'éclairage où on a utilisé que des luminaires LED avec pour les dortoirs des variateurs d'intensité qui permettent donc d'accompagner les enfants dans leur sommeil. À l'extérieur, on s'est engagé dans un programme de rénovation des cours d'école organisé donc avec le parc du Luberon sur la désimperméabilisation des surfaces et la revégétalisation et le jour à l'ombre. Mais le meilleur est à l'arrivée, c'est ce que je crois, ou du moins c'est ce que j'espère. Mais quand on voit le résultat de ce qui est en train d'être fait sur l'école des plantiers, quand on regarde la photographie avant et qu'on regardera la photographie après, ben, sans jeu de mots, il n'y a pas photo. On repasse ici. Voilà, donc super pour cette petite vidéo introductive, mais on va avoir donc la présentation aussi du projet en tant que tel par donc Guillaume Dominici. Il faut que vous activiez votre micro et votre caméra aussi pour pouvoir prendre la parole et présenter le projet. Oui, ça se connecte. On vous écoute. Merci beaucoup. C'est tout bon. Merci, merci beaucoup. Bon, merci de m'avoir invité pour cette présentation. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vais vous faire un petit état donc de ce qui a été la rénovation énergétique de l'école des Plantiers à Manosque. Alors, pour vous situer ce chantier et surtout sa localisation, nous sommes dans les Alpes de Haute-Provence, dans la partie sud de la France, à environ 40 km d'Aix-en-Provence et 80 km de Marseille. Bien évidemment, chaque rénovation énergétique est complètement différente. Que vous vous situiez dans le sud, dans le nord, en fait, l'étude est appropriée à votre localisation et à vos contraintes climatiques. Dans le cadre de la rénovation énergétique de l'école des Plantiers, ça s'est monté en plusieurs phases. Donc, vous avez toujours une première phase qui est une phase d'étude, qui est essentielle et primordiale. Cette phase d'étude va générer ensuite la qualité de votre chantier. Alors, quand on parle de qualité, bien évidemment, c'est une qualité de performance énergétique. Sur ce programme-là, nous avions établi un gain d'environ 60 à 70% d'économie d'énergie par rapport à la consommation initiale
initiale. Donc, la phase d'étude étant primordiale. Chaque collectivité aujourd'hui est peut-être engagée dans cette démarche. Vous avez donc envisagé certaines subventions et le programme de rénovation énergétique peut être couvert par multiples organismes financeurs. Aujourd'hui, on va se focaliser sur le FEDER, donc c'est le sujet du webinaire. Justement pour vous exposer les contraintes qu'il y a entre l'organisme subventionneur et la réalisation d'un chantier d'envergure. Donc, je reviens aux prémices de l'étude. Ce qui est très important, c'est de faire un vrai diagnostic, un diagnostic performant, un diagnostic de tous les éléments de votre bâtiment. Donc, en l'occurrence, là, sur l'école des Plantiers, il s'agit d'un groupe scolaire avec une maternelle et une élémentaire. Deux parties, deux sections avec des fonctionnements différents. Le diagnostic étant les prémices donc, de ce que vous avez à l'origine et surtout ce que vous allez avoir in fine. Très important d'identifier vos besoins et de définir donc la performance que vous allez rechercher. Donc, le diagnostic va établir vos consommations d'énergie actuelles et va établir la performance de votre enveloppe thermique. Si vous vous situez dans une région bien particulière, vous allez travailler ensuite sur un gain qui sera plus important en période hivernale qu'un gain qui sera important en période estivale. Mais pour autant, le diagnostic va permettre une étude globale sur chaque saison de toutes les périodes contraintes par le fonctionnement de cette école. Une fois que vous avez réalisé cette étude, ce diagnostic, donc qui peut être réalisé par des bureaux d'études externes ou en interne si vous avez les compétences dans votre collectivité, dans tous les cas, vous devez vous attacher, si vous ne les avez pas, les services de maître d'œuvre ou d'assistants en maîtrise d'ouvrage qui sont compétents en la matière. Les AMO, comme on vous l'a dit tout à l'heure, sont là pour vous accompagner, sont là pour vous donner les grandes lignes pour aller chercher des subventions, les grandes lignes pour réaliser un chantier qui sera performant. Le diagnostic, comme je vous l'ai dit, étant essentiel et étant prioritaire dans le cadre d'une rénovation énergétique, doit être mené avec un temps qui peut être plus ou moins long, mais si vous le réussissez pas, vous ne pouvez pas réussir votre chantier derrière. Dans le cas du FEDER, une fois votre diagnostic réalisé, vous pouvez engager les démarches pour aller chercher donc votre aide, votre subvention, et vous allez travailler avec votre chargé d'affaires qui va lui définir tout un tableau d'éligibilité par rapport aux solutions que vous allez utiliser pour améliorer votre enveloppe thermique. Ces liens, ces contacts sont établis toutes les semaines, toutes les 2 semaines. C'est à vous de définir un calendrier, mais pour autant, ils sont aussi très importants puisque une fois les critères définis, vous allez transposer vos contraintes, vos demandes sur vos descriptifs de travaux. Le descriptif de travaux, appelé communément les CCTP, vont définir ce que vous allez réaliser sur le chantier. Les CCTP étant bien montés, vous allez pouvoir assurer un suivi ensuite au niveau de votre chantier et surtout au niveau de vos demandes de subvention qui sera performant. Si toutefois votre chantier évolue, vous pouvez prévenir donc l'organisme et votre chargé d'affaires, l'organisme financeur, FEDER, que votre chantier évolue, vous passez des avenants, mais pour autant, une analyse sera faite sur les nouveaux critères que vous avez établis. Vous voyez dans la présentation, si on peut revenir juste sur la diapo d'avant, vous avez un exemple de chantier avec une grande envergure. Ce groupe scolaire a été donc rénové avec un objectif d'atteindre 70% de gains. Vous avez une photo avant-après. Un bâtiment donc assez ouvert, que ce soit en façade avec de larges ouvertures, mais une organisation qui prend de la place, qui utilise beaucoup de foncier. Cette contrainte-là doit être bien entendu prise en compte dans vos études. Dans ce cadre-là, c'était une rénovation d'envergure qui nécessitait un budget d'environ 3 millions d'euros hors taxes pour
réaliser l'intégralité des travaux de rénovation énergétique sur l'enveloppe extérieure, mais aussi sur les travaux à l'intérieur du bâtiment, puisqu'on prend plusieurs critères de performance. Vous avez la photo donc avant, la photo après. Dans le cas du diagnostic, vous devez aussi établir ensuite dans vos diverses missions de maîtrise d'œuvre comment vous allez préparer votre chantier. On est dans un groupe scolaire, on a un fonctionnement, on a des contraintes. Idéalement, pour réaliser ces travaux, il faut faire sortir les enfants, ne pas les garder enfin, avec des travaux en milieu occupé. Ce n'a pas été notre cas, bien entendu. Nous avons joué avec des travaux par phase, avec une continuité, bien entendu, mais des travaux par phase et par bâtiment. Le chantier a duré une grosse année, donc vous savez que vous avez un impact assez important sur le fonctionnement de votre milieu scolaire et une concertation est primordiale avec les enseignants, avec même les inspections académiques pour que le chantier soit réussi. Si on passe ensuite, alors j'essaie d'être rapide, mais on fonctionne après sur un système de questions-réponses où on peut aller un peu plus dans le détail. Vous avez eu quelques photos de mise en œuvre. Et là, vous avez une diapositive qui reprend les grands critères de la rénovation qui a été engagée. Donc, des critères de rénovation de l'enveloppe avec l'utilisation de certains matériaux. Dans le cadre du FEDER, vous devez, dans tous les cas, comme il a été dit dans la vidéo, agir sur la qualité de vos matériaux. Des matériaux qui sont non issus donc, du pétrole, comme il a été évoqué, mais par contre qui soient écologiques et environnementaux. Dans notre cas, nous avons choisi pour des différents critères réglementaires l'utilisation donc de la laine de roche qui nous permettait de travailler sur l'acoustique, mais aussi sur la protection au feu de l'école. Donc, toutes les interventions sur l'enveloppe, que ce soit en isolation extérieure, que ce soit en isolation de toiture, de comble, ont été réalisées avec de la laine de roche. Ensuite, dans le cadre du diagnostic, il avait été établi que certaines menuiseries qui avaient été changées au fil du temps pouvaient être conservées. Bien entendu, toutes celles qui étaient défaillantes, avec un vitrage qui n'était pas assez important, un double vitrage pas assez important, ou avec des facteurs solaires qui n'étaient pas engagés, nous avons remplacé les menuiseries, donc une action de remettre une enveloppe performante. Dans notre cas de l'école des plantiers, nous avons réalisé aussi en partenariat avec le parc du Luberon une étude sur la désimperméabilisation des cours d'école, mais cette étude-là nous permet en fait de travailler sur les masques peuvent avoir les végétaux sur les façades. Et ces masques-là, donc ces masques végétaux, que vous ayez des arbres, des treilles, multiples solutions sont très très importantes dans le cadre de la régulation, notamment en période estivale, de la régulation des températures intérieures au travers d'une protection d'ombre sur les menuiseries. Sinon, il faut trouver d'autres alternatives, des briques soleil. Tous ces éléments, tous ces choix sont très importants et doivent être aussi discutés avec votre chargé d'affaires dans le cadre du FEDER. Une fois qu'on a parlé de la rénovation extérieure, de l'enveloppe, nous avons travaillé ensuite sur la qualité et le confort à l'intérieur. Il a été établi plusieurs choix, donc réfection du système de chauffage, travail sur une ventilation double flux, contrôle du CO2 avec un renouvellement de l'air qui est à peu près de 2 fois le volume par heure. Modification donc du système de chauffage. Cette école, construite en 1970, était chauffée par une chaudière fioul. Donc, dans notre cas, il était essentiel de pouvoir supprimer cette énergie fossile et on a choisi de passer par des pompes à chaleur. Notre région le permet. On se retrouve avec des périodes hivernales qui ne sont pas non plus très, très froides. Donc, la facilité de travailler ensuite avec une pompe à chaleur qui a une performance énergétique intéressante, consommation électrique, mais avec ce qu'on appelle un COP de minimum 3, nous permettait d'avoir quand même une production et une puissance intéressante dans notre école. 2700 mètres carrés de surface exploitable, 3 millions d'euros. Vous savez que dans votre calcul et dans votre recherche de subvention, bien entendu, ensuite, dans votre calcul, vous prenez 1000 euros, 1200 euros le mètre carré pour avoir une rénovation un petit peu d'envergure. Dans notre cas, il avait été établi de refaire toutes les toitures en complément, donc un travail sur l'étanchéité des toits. Donc on est allé quand même au-delà d'une simple rénovation d'enveloppe.
Ce qui est très important aussi au-delà des matériaux, hein, laine de roche, liège, tout ce qui est écologique, c'est de pouvoir faire ses choix dans un stade pré-consultation d'entreprise. Si, encore une fois, vous changez en cours de chantier pour X raisons, il faudra, dans tous les cas, passer par des avenants, donc justifier ce suivi et ce contrôle jusqu'à la fin de votre chantier, d'accord? Jusqu'à la réception. C'est essentiel puisque quand vous allez demander des acomptes par rapport à votre organisme subventionneur, vous allez devoir justifier tout ce que vous avez fait, les choix initiaux et les modifications en cours de chantier. Vous seront attribuées l'intégralité des subventions qu'à partir du moment où vous avez respecté le cahier des charges initial ou, éventuellement, si, en cas de changement, vous avez respecté les critères écologiques et environnementaux que vous avez établis dans le cadre de vos choix. Donc, votre travail, alors j'essaie d'être le plus court possible, mais votre travail de synthétiser tout ça, c'est de travailler sur une performance énergétique d'enveloppe, mais surtout de travailler ensuite sur le confort intérieur vis-à-vis des occupants. Nous, on parle d'une école. J'ai évoqué le fait tout à l'heure que c'était un groupe scolaire, une maternelle et une école élémentaire. Bien entendu, la réflexion se fait de deux façons différentes. On tient compte du fonctionnement interne, mais on tient compte aussi des utilisateurs, de l'âge et des contraintes que nous avons dans l'utilisation des matériaux et de la mise en place de notre chantier. Dans le cadre donc, du FEDER, vous voyez, il y a donc des informations nécessaires à inscrire. Dans le cadre de votre information de publicité au niveau du chantier, donc le panneau de chantier classique, où vous allez indiquer toutes les subventions que vous avez eues. Pour nous, 3 millions de chantiers, 3 millions de travaux de chantier en hors taxe, nous avons réussi à obtenir 80% de subventions sur ce programme-là. Si vous avez en interne, tout dépend de la taille de votre collectivité, Manosque, c'est à peu près 25 000 habitants. En interne, nous avions à l'époque une personne qui s'occupait de la demande de subvention. Ce qui est très intéressant, c'est de travailler en binôme pour pouvoir répondre à toutes les demandes du FEDER, hein. C'est un montage assez lourd, mais pas infaisable. Il ne faut pas en avoir peur. Et à partir du moment où vous associez les compétences, tout se passe relativement bien. Donc nous, on avait une personne qui montait le côté administratif et ensuite, je m'occupais de la partie plus ou moins technique. Vous travaillez en collaboration avec le chargé d'affaires et ensuite votre dossier passe en commission. À partir du moment où vous avez la subvention, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est la question du suivi et de la justification systématique de tout ce que vous avez engagé. On parle de FEDER, on parle de publicité. Il faut tout au long de votre intervention, que ce soit en études et ensuite avec donc les différentes négociations avec votre chargé d'affaires, que vous présentiez une publicité bien spécifique. Il y a une charte. Vous allez pouvoir avoir l'intégralité des subventions que si vous respectez la charte et que vous respectez les contraintes du FEDER. Donc, dans notre cas, c'était un panneau de chantier, c'était des panneaux annexes. Vous voyez ici une information sur le montant européen attribué avec les logos qui sont inscrits dans la charte et avec le grand titre de l'opération et notre volonté hein, qui était de rénover énergétiquement ce groupe scolaire. J'ai été le plus rapide possible, le plus synthétique, justement pour laisser le maximum de possibilités aux questions-réponses. Bien entendu, la technicité est très, très importante dans les choix. Il faut se faire accompagner par une aide extérieure ou une aide interne, si vous avez la possibilité, suivant l'envergure de votre collectivité, ou si vous avez une communauté de communes, une agglomération ou d'autres partenaires, collectivités amis qui pourraient vous donner quelques conseils là-dessus. Voilà, sur cette démarche. Merci Merci à beaucoup, tous. Guillaume. Présentation très intéressante. On a pris un tout petit peu de retard par rapport à l'horaire prévu, mais c'est vrai que le programme était chargé. 80% de subventions, 1,7 million de subventions du FEDER. Je pense que ça fait envie. Ça a bien été précisé. Il faut quand même pouvoir
suivre ce projet d'un point de vue du coup administratif, technique poussé. Donc il y a quand même des facteurs clés de réussite et c'est un projet aussi qui se veut ambitieux. Donc tous les projets ne peuvent pas en profiter. Donc c'est bien de le redire aussi. C'est uniquement certains projets qui sont assez ambitieux et qui nécessitent un suivi assez poussé pour pouvoir obtenir cette autre subvention. Voilà. Donc peut-être qu'il y a aussi des éléments à prendre en compte. Je veux juste donner un peu de nuance pour les autres porteurs de projets. Donc, c'est possible, mais il faut aussi donner certains moyens. On propose maintenant de répondre aux questions. Il y a eu beaucoup de questions dans le chat. J'avais pas, moi, des éléments de réponse pour y répondre, mais on va essayer d'y répondre. Je vais poser les questions à nos intervenants, mais peut-être que si certains participants souhaitent aussi poser une question à l'oral, c'est toujours aussi sympa. Je vous propose de lever la main. Donc, il y a un bouton au centre de l'écran avec une main levée qui nous permettra de voir que vous souhaitez prendre la main et ensuite on vous donnera la parole pour pouvoir poser la question directement. Voilà, donc n'hésitez pas à lever la main, comme ça on vous donne la parole. Mais en attendant, je vais poser quelques questions qui ont été posées dans le chat. On va peut-être commencer par Valérie. Je ne sais pas si tu as vu, il y avait beaucoup de questions sur le FEDER, sur les critères, sur le calendrier, etc. Est-ce que du coup, peut-être redonner un petit peu des éléments très pratiques, donc quand on veut candidater, c'est quoi les priorités du FEDER 2027? Non, notamment, il y a une question là-dessus. Quels sont les niveaux d'aide? Et après, sur les parties régions, donc c'est les régions qui proposent ça, donc faut contacter les régions. Mais sur les critères et sur les niveaux d'aide, peut-être quelques éléments de réponse. Oui. Alors, sur les niveaux d'aide, donc on est sur des taux de cofinancement qui sont établis, inscrits à la réglementation européenne. Donc, c'est en fonction de la région dans laquelle vous vous situez. Donc, on a la majorité des régions métropolitaines qui sont dites donc en transition intermédiaire. Et donc là, on est sur des taux maximum de 60%. Donc, c'est toujours des maximums. Ensuite, le taux va être ajusté en fonction des besoins du projet, des autres cofinancements que vous avez et évidemment des crédits restants au niveau du programme. Donc, plus on va s'approcher aussi de la fin de la programmation, moins il y aura de fonds et donc ces éléments-là peuvent varier. Et comme je disais, en Île-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes, donc on a deux régions qui sont dans la catégorie dite plus développée, donc à l'échelle européenne, qui sont, elles, donc plafonnées à 40%. Les Outre-mer donc, ont des taux de cofinancement plus élevés qui peuvent aller jusqu'à 75%, voire au-delà en fonction des thématiques et des projets. Et ensuite, donc, au niveau des critères de participation, c'était ça? C'est ça, ouais, pour les nouveaux en 2027, est-ce qu'il y a des actualités? Est-ce qu'il y a des choses qui changent ou ça reste un peu sur les mêmes objectifs initiaux? Sachant que ce Ah, qui a été présenté, c'est que ça dépend aussi des régions. Donc, il faut bien regarder région par région, si ouais. je comprends bien, les Oui, c'est critères. un peu la difficulté de la matière, c'est qu'on n'a pas forcément une porte d'entrée unique sur cette information. Alors là, on est sur la programmation 2021-2027. Donc jusque fin 2027, vous avez la possibilité, s'il reste des fonds, de déposer des dossiers en fonction des calendriers des appels qui vont être établis, ou si vous êtes sur des appels ouverts en permanence. Donc ça, il n'y a pas de souci. Normalement, jusque fin 2027, la programmation est ouverte. Et donc les projets, quant à eux, doivent être réalisés au plus tard fin 2029. On a ce temps de réalisation qui est ajouté à cette notion de réalisation des programmes. Alors la date finale vraiment de réalisation sera établie par le conseil régional ou sa état gestionnaire, puisqu'il faut quand même garder un temps pour pouvoir établir les bilans de ces projets-là. Donc c'est jamais le 31 décembre 2029. Ensuite, pour la prochaine programmation, là, les programmes sont en cours de réflexion. C'est-à-dire qu'on a déjà du travail dessus. Voilà, on sait que, bien évidemment, on aura une nouvelle programmation 2028-2034 avec des nouvelles priorités qui ne vont pas forcément énormément bouger par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. On restera sur la transition énergétique, changement climatique, pour tout ce qui est tout ce qui concerne l'environnement, le développement
des bâtiments notamment. Donc d'autres sujets vont peut-être prendre un petit peu plus d'importance, comme la sécurité. On le voit bien dans l'actualité, et c'est des sujets qui reviennent dans les programmes aussi. Mais voilà, il n'y aura pas une révolution, en tout cas au niveau de l'écriture des programmes, a priori, mais plutôt des précisions et des exigences, par contre, effectivement, un peu plus importantes, c'est-à-dire plus on avance dans le temps, effectivement, plus les exigences, les objectifs en matière de réduction de la consommation énergétique, etc., vont évoluer aussi. Merci beaucoup. Donc il n'y a pas de main levée, donc on continue à prendre les questions dans le chat, hein, mais n'hésitez pas si vous voulez poser une question à l'oral. Il y a une question, je pense, qui vous concerne un peu tous les deux. C'est est-ce que les fonds européens sont bien utilisés ou sous-utilisés? Est-ce qu'ils sont obtenus facilement? Est-ce qu'il y a des rejets en phase du coup de sollicitation et aussi sur les autres phases du coup réalisation? Moi j'ai entendu dire que parfois on demandait des fonds et il y avait des faits de chantier ou des choses qui faisaient que finalement on les obtenait pas. Donc voilà, est-ce que du coup sont sous-utilisés et est-ce qu'il y a beaucoup de rejets? Et s'il y a des rejets, quelles en sont les causes et quoi faire pour éviter que ça arrive? Je sais pas si vous avez des éléments de réponse. Alors moi, ce que je peux dire, c'est qu'en tout cas sur les projets, surtout n'hésitez pas dès que vous avez une idée de projet à travailler avec le service instructeur du programme le plus en amont possible. À partir du moment où le projet est bien défini et travaillé avec le service instructeur, vous aurez la visibilité de ce qui est acceptable, pas acceptable. Donc il y a des rejets bien évidemment parce que certains projets vont être déposés justement sans avoir cette période de travail en amont, notamment, hein. Après, il peut y avoir d'autres raisons d'erreurs dans les justificatifs ou dans les dossiers de candidature. Mais globalement, si vraiment il y a un échange en amont, c'est quand même très rare d'avoir des projets qui sont rejetés. On sait très vite si le projet peut être déposé, a des chances de passer ou pas. L'instructeur est là justement pour aider et faire en sorte que on accompagne aussi des projets qui ont cette perspective de réussite. Sur les requalifications d'aide, de subventions, en fait, tout est vraiment dans la gestion en continu du projet. C'est-à-dire il peut y avoir énormément de modifications sur un projet. On peut faire des avenants à la convention de subvention pour justement intégrer des modifications et éviter que les dépenses ne soient pas considérées comme éligibles. Mais tout cela s'anticipe en fait et se fait au fil de l'eau. Donc n'attendez surtout pas la fin d'une période ou enfin, d'attendre le moment où on doit rendre le bilan, le rapport d'exécution ou que le projet soit terminé pour communiquer ou juste noter dans son bilan que finalement on a utilisé tel matériau à la place de ce qui était prévu parce que là, en fait là on modifie le contrat donc normalement effectivement la dépense n'est plus éligible. Donc voilà, il peut y avoir effectivement des éléments non prévus, acceptés si elles sont communiquées, si elles sont donc actées au niveau du projet, mais si c'est pas le cas, tout à fait possible que ça soit rejeté. Merci. Et Guillaume, sur ce point, du coup, En vous êtes complément, oui. architecte en maîtrise d'œuvre interne, donc c'est assez particulier sur les projets. Donc, vous avez vraiment un suivi poussé des projets. Comment ça s'est passé concrètement? Est-ce qu'il y a eu des difficultés qui ont été levées lors des travaux? Voilà, en complément d'information, nous avons aussi eu des modifications de prestations, mais systématiquement, il fallait pouvoir transmettre à l'entreprise que nous étions dans le cadre d'une subvention avec une maîtrise donc des matériaux, notamment écologiques. Et de fait, on contraint les gens à utiliser donc les matériaux appropriés. Donc, un projet peut évoluer, un projet peut avoir une amélioration en cours de chantier, bien entendu en maîtrisant l'enveloppe financière, mais ce n'est pas un frein. Voilà, l'important, c'est de pouvoir acter ça par avenant. Bien entendu, demander à l'entreprise de faire un devis qui correspond à la mise en œuvre du bon produit. Donc, un suivi global hein, entre le devis, l'avenant et ensuite la justification qui viendra dans le cadre donc, des appels de fonds au niveau du FEDER au devant d'Acompte, où
vous devez justifier de toutes les évolutions de votre projet. Ce qui n'est pas pris en compte, par contre, dans le cadre donc, de la rénovation énergétique, c'est tout ce qui est travaux extérieurs, travaux de VRD, quand vous refaites des tranchées des réseaux, quand vous refaites des revêtements de sol qui peuvent être aussi en lien avec votre rénovation énergétique. Ces critères-là sont bien souvent mis de côté, hein. On parle vraiment d'une intervention sur le bâtiment. Voilà, pour les rejets qu'il pourrait y avoir. Par contre, les pénalités peuvent être assez importantes et c'est pour ça qu'il est très, très important de tout suivre et de tout justifier. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse. Donc, ouais, bien suivre les éléments pour s'assurer d'avoir les subventions demandées. Il y a une main levée, une deuxième qui vient de se lever. Donc, Catherine qui a levé la main il y a quelques instants. Vous pouvez logiquement activer votre micro pour pouvoir poser votre question. Oui, Euh, bonjour. Bonjour. Bonjour, c'est très intéressant. Effectivement, je vois beaucoup de parallèles avec ce que je suis en train de réaliser au niveau de mon bâtiment scolaire par rapport à celui de Manosque. Moi, très simplement, c'est mon premier mandat en tant que maire et des fonds européens. Ce que j'en ai comme écho, c'est que c'est très long pour les obtenir et parfois même pas du tout. Donc, c'est vrai que ça m'a un petit peu refroidi. Et je dois avouer que j'ai écouté, alors j'ai eu un appel entre-temps, alors peut-être je vais faire une rediff. Votre aide pour trouver des subventions Welcome Europe, je suis assez enthousiaste parce que quand on débute dans un mandat, ce qui est le plus compliqué, c'est ça en fait, monter les dossiers. Donc, est-ce que vous pouvez me rassurer par rapport à l'obtention de ces financements européens? Alors, sur la démarche de candidature, alors, pour vous rassurer, oui, enfin, je comprends en fait le fait que ça soit long, etc. C'est vraiment des informations, des éléments qu'on entend très souvent. La démarche, elle est souvent compliquée au début, et je pense sur les premiers projets parce que c'est nouveau. Il faut absolument suivre le dossier et bien travailler. Alors ça, c'est vrai que je me répète un petit peu, mais on a souvent tendance à écarter ce volet-là, mais bien travailler avec l'instructeur ou le gestionnaire qui va être en face de vous au niveau du conseil régional pour pouvoir suivre son dossier, faire en sorte voilà, que ça avance et en tout cas toujours être informé. Il y a vraiment une démarche un petit peu proactive à avoir pour apporter les éléments qui peuvent parfois être bloquants. Les équipes au sein des services gestionnaires ne sont pas forcément bien dotées ou n'ont pas forcément la capacité d'avoir des relations très poussées avec chacun des porteurs de projets. Donc voilà, il faut mettre en place cette relation. Ça prend du temps, ça je le conçois effectivement, hein, accéder au fond. Le montage du dossier peut être assez rapide finalement. On regarde d'autres dispositifs de financement, ça peut être de l'ordre de quelques semaines, peut-être 2 ou 3 mois, mais pas à temps plein bien évidemment. Mais c'est vrai qu'après c'est plus au niveau de la mise en œuvre du projet, de toute la partie reporting et gestion, et donc le bilan et le traitement du bilan, où là c'est vrai qu'on n'a pas la main sur le calendrier et ce sont les services en charge des contrôles qui suivent cela et en fonction de leur charge, tout simplement, ça peut prendre plus ou moins de temps avant d'être validé et de pouvoir après bénéficier de la subvention. Mais voilà, on lâche rien de toute façon et les financements peuvent arriver quand même assez, alors, je ne vais pas dire rapidement, mais dans des délais assez raisonnables quand même. Merci. Merci pour la question et pour la réponse. Du coup, on n'élude pas le fait qu'effectivement, il y a une lourdeur et ça peut être, voilà, il faut l'anticiper. Si on veut aller chercher des subventions européennes, il faut du coup l'anticiper. Et avec EduRénov, on peut du coup vous accompagner sur la partie du coup montage de dossiers initiaux et avec la mise à disposition de compétences telles que Welcome Europe pour vous aider à regarder ça. Mais ça nécessite aussi par la suite, et c'est ce qui a bien été présenté par Guillaume pour la commune de Manosque, ça nécessite un suivi aussi sur les phases chantier pour être sûr que à chaque phase, ce qui était prévu reste bien et on le justifie. Il y a une autre main levée de Laurent. Je vous invite à poser votre question si vous le voulez bien. Bonjour. Euh, je voulais poser la question concernant les financements de projets photovoltaïques ou d'énergie renouvelable.
J'ai vu sur la région, donc je suis en Bretagne, sur la Bretagne, qu'il y avait des financements qui avaient été accordés. Est-ce que c'était quelque chose voilà, qui se pérennisait et dans quel cadre alors, c'est peut-être un peu particulier, mais c'est pas forcément, pour dire, c'est pas forcément un projet de rénovation globale, mais ça peut être sur des sujets un peu plus techniques. Oui, le sujet du photovoltaïque est, en général assez couvert par les subventions, par le FEDER. Donc ça, il faut bien vérifier dans son programme si ça en fait partie. Parfois, l'écriture du programme est assez vague pour justement permettre, en fonction, sur les 7 ans de programmation, de pouvoir aussi s'adapter aux évolutions. Donc ne pas hésiter à poser la question, mais c'est vrai que c'est un sujet qu'on retrouve. Donc, si en Bretagne, si dans votre région, dans le programme opérationnel, il est noté que le photovoltaïque est éligible, ça sera le cas, en tout cas, jusque la fin de la programmation. En théorie, en pratique, quand même, demander toujours en amont si c'est bien le cas, mais voilà, c'est inscrit au programme. Après, c'est des sujets aussi qu'on retrouve sur d'autres dispositifs comme ceux de l'ADEME. Donc, n'hésitez aussi, voilà, à essayer d'ouvrir un petit peu toutes les portes au niveau des subventions qui peuvent intervenir sur les projets. Merci. Merci. Il y a une main levée, mais qui a disparu. Je ne sais pas si Raphaël, vous voulez toujours poser votre question. Euh, Si c'est le cas, vous pouvez la poser. Euh, non, mais il y a une main levée de Céline. Donc, activez votre micro pour poser la question. Est-ce qu'on m'entend? Oui, On m'entend? bonjour. Oui, on vous entend bien. Mais vous avez désactivé votre micro. Il faut le réactiver. Raphaël Benadet. Allô? Allô? Oui. Alors, je sais pas si on m'entend. Si on vous entend maintenant, là. Oui, alors petite question, Raphaël Benadet, petite question. Est-ce que les fonds européens, est-ce que les MGPEPD sont éligibles aux fonds européens? Donc, les marchés globaux de performance énergétique sont-ils éligibles Paiement aux fonds différé, européens? à paiement différé ou à tiers financement, donc elles sont éligibles aux subventions européennes, type FEDER. Alors, pas en l'état, en fait, on est vraiment sur une logique de projet. Donc, dans le cadre d'un projet, on peut avoir un lien effectivement avec ce type de marché, mais ça ne sera pas la globalité, en fait. Il faut vraiment bien isoler ce qui est demandé au FEDER et donc s'assurer après que ça correspond bien au niveau du programme. Après, Ouais, les la marchés partie globaux, investissement. ouais. Les marchés globaux concernent toujours, si je comprends bien, un projet en particulier. Donc, c'est un marché global sur la rénovation d'un bâtiment. Là, ça peut rentrer, je pense, dans la partie demande de subvention, mais ce serait uniquement la partie d'investissement, pas forcément ce qui est payé en exploitation. D'accord, ok. Mais à Ok. regarder, parce que c'est vrai que les Vraiment marchés globaux sont un un périmètre. peu neufs, donc faut peut-être regarder d'un peu plus près. A priori, ça pourrait l'être le cas, je pense, hein. Ça pourrait l'être, mais voilà, avec un périmètre bien défini et bien regardé au niveau de ce qui serait éligible en fait. Mm. On peut D'accord, merci. peut-être vous accompagner là-dessus si vous avez besoin d'ingénierie pour regarder ça de plus près, notamment sur la Peut-être partie vous marché poser une global de question. performance. On peut aussi vous aider sur cette ingénierie-là, donc n'hésitez pas à nous demander peut-être une prestation d'ingénierie. Si on peut vous aider, ce sera avec plaisir. On va prendre encore une question de Céline qui a la main levée. Ensuite, je ferai une mini conclusion. On a un peu débordé sur le temps qui était prévu, désolé. Oui, Merci. bonjour, merci de prendre la question. Je vais aller rapidement. Ça concerne vraiment le sujet de la temporalité. Là, typiquement, nous, on a un projet où on va choisir bientôt les entreprises sur une rénovation d'école avec un objectif de 60% de réduction des consommations. Est-ce que, par contre, le chantier devrait terminer en 2028? Est-ce que, du coup, c'est vraiment trop tard pour reprendre le coche du FEDER? Et après, dans le prochain mandat, il y aura la deuxième école à faire. À quelle temporalité il faut? Donc, j'ai bien compris que le plus en amont possible, mais c'est effectivement pour une petite collectivité, c'est toujours compliqué de se projeter dans des dossiers aussi importants.
Et quand est-ce qu'en fait, quand on dépose un dossier, quelle est la temporalité quand on sait si on les a ou pas les subventions? Est-ce qu'il faut attendre que le dossier soit déjà enfin que les travaux aient commencé pour avoir le retour du FEDER? Alors, au niveau du FEDER, donc déjà, il y a un sujet au niveau de la rétroactivité, au niveau des financements publics en général. Donc, on peut avoir en fait avoir démarré le projet sans avoir forcément l'acceptation du dossier de candidature. Mais en amont, le dépôt du dossier de candidature doit être fait quand même avant l'engagement juridique qui va marquer en fait le démarrage du projet. Donc, il y a vraiment toujours cette notion d'incitativité de l'aide auquel il faut être très attentif. Donc, ce que nous, on recommande quand il y a un démarrage de projet, ne serait-ce que l'idée de projet, c'est de se rapprocher de la région. Et donc, il y a des courriers d'incitativité qui peuvent être faits pour justement positionner le projet et pouvoir protéger cette notion un petit peu de rétroactivité, donc d'engagement des dossiers. Donc, attention à pas être trop avancé parce que si c'est pas balisé en amont, effectivement, il peut y avoir un problème justement d'acceptabilité lié à cette notion d'incitativité. Et donc, si effectivement le dossier, voilà, vous avez pu déposer le dossier de candidature dans les temps, enfin avant d'engager tous les marchés, etc., vous êtes en phase de réalisation, il est possible de ne pas avoir de suite immédiatement la réponse du FEDER parce que ça passe en comité. Donc, voilà, il y a un calendrier qu'on ne maîtrise pas forcément. Donc ça, c'est, j'ai envie de dire, un risque finalement qui est pris par le porteur de commencer les travaux sans forcément avoir le retour de l'acceptation du projet. Mais c'est vraiment possible. Ensuite, par rapport à la fin de 2028, donc là, moi, je vous invite vraiment à vérifier auprès de la région si normalement la réalisation peut aller au-delà de 2027, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, c'est vraiment des éléments qu'on vérifie, qu'on valide le plus tôt possible. Et puis après, pour la prochaine programmation, je pense que dès que vous avez l'idée de projet, n'hésitez pas, même si c'est pas ficelé, si vous n'avez pas encore tous les éléments, à contacter la région et à vous prémunir de cette manière-là avec cette notion d'incitativité, ce courrier qui peut être fait de manière assez simple hein, en amont pour indiquer que vous avez recherché ces financements pour la réalisation du projet. Merci beaucoup. Je pense que ce sera le mot de la fin. J'ai encore 2, 3 diapos de conclusion à vous présenter. Merci pour tous ces éléments. Félicitations pour le projet de Manosque, projet très intéressant. Peut-être en conclusion, et comme on n'a pas réussi à répondre à toutes les questions, je vous rappelle que dans le cadre du programme EduRénov, donc on peut vous accompagner sur des missions d'ingénierie, notamment des missions d'ingénierie financière, pour vous aider à monter votre plan de financement et rechercher des subventions, dont des subventions européennes. Donc si vous avez un besoin de ce type, vous pouvez donc adresser donc il faut rejoindre le programme EduRénov, hein, c'est gratuit, c'est non engageant, il faut juste remplir un questionnaire et ensuite nous faire un mail à ma collègue Philippine Soupiro, qui est chargée d'ingénierie avec voilà, quelques explications sur le nom de la commune, en quelques mots votre projet, quelles sont les études techniques que vous souhaitez réaliser, du coup une ingénierie financière d'aide à la recherche de subventions par exemple, et décrivez voilà, un peu votre projet dans ce sens-là et on sera ravis si on peut vous accompagner. C'est soumis à validation par la direction régionale de la Banque des Territoires, donc faut qu'on valide en interne, mais s'il n'y a pas de blocage, on sera ravis de vous accompagner là-dessus. Juste un mot, si on fait des webinaires toutes les 2, 3 semaines, donc aujourd'hui on est sur le 4e webinaire de la saison du premier semestre 2026 sur les subventions, mais on en fait d'autres. On a fait un webinaire sur l'école idéale, sur Bienvenue dans le programme, sur les QPV, et on en fait le 27 mars un sur le confort thermique. Donc si vous voulez avoir des éléments sur comment adapter les bâtiments au changement climatique, on a vu des éléments déjà avec le projet de Manos qui sont très, très pertinents, mais on présentera encore d'autres éléments le 27 mars. N'hésitez pas à vous inscrire à ce webinaire. Une autre information, c'est qu'on a lancé des prix de la rénovation des bâtiments. Donc, si vous voulez, si vous avez déjà réalisé un projet et qu'il est exemplaire ou voilà, qu'il a des bonnes qualités, vous pouvez candidater au prix. On fera une sélection pour récompenser les meilleurs projets de réalisation. Donc, n'hésitez pas à candidater. On réalise ces prix avec plusieurs partenaires. Le comité des JO, l'ANDES, la CAPEB, l'Ordre des architectes et Départements de France.
Dernière information, donc voilà, si vous n'avez pas encore rejoint le programme EduRénov, tous les bâtiments scolaires et les bâtiments sportifs sont éligibles. Il faut uniquement viser des économies d'énergie à hauteur de 40% ou de l'adaptation au changement climatique pour pouvoir être éligible. C'est gratuit et non engageant. Si vous avez besoin d'informations sur le financement, vous pouvez contacter aussi directement les directions régionales de la Banque des Territoires. Donc, on a des contacts partout en France, dans toutes les régions. Vous pouvez les contacter si vous avez vraiment besoin d'un prêt. Donc, on sera ravis de vous aider sur les prêts, comme on a réalisé un prêt sur le projet de Manosque. Je précise aussi que sur Manosque, il y a eu un prêt qui a été prévu à 3 millions. Et finalement, comme il y a eu des subventions qui ont été obtenues d'un montant supérieur à ce qui était prévu, on a adapté le prêt, on a réduit le montant du prêt. Donc, on peut s'adapter aussi en fonction de vos besoins, des évolutions du projet, à la hausse ou à la baisse en fonction de l'obtention de subventions, de projets plus ambitieux qui nécessitent plus de financement. Donc, on est assez flexible aussi sur la partie financement. Et si vous n'avez pas encore rejoint le programme, il y a un questionnaire en ligne. Je vous enverrai tous ces éléments-là dans un mail après l'événement. Donc, la présentation, l'enregistrement et les liens utiles pour pouvoir avoir tous ces éléments. Et voilà. Et donc, on a fini le webinaire avec un peu de retard, désolé, mais c'était un programme assez riche et complet. Donc, merci beaucoup aux intervenants. Merci pour la qualité de vos présentations et puis félicitations pour la réalisation du projet de Manosque. On est ravis de la participation et de l'intérêt que vous avez eu. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. On aura juste une dernière chose. Est-ce qu'on aura le PowerPoint à Oui, disposition? tout à fait. Tout Ok, à fait. La merci beaucoup. présentation et l'enregistrement vidéo aussi sera envoyé à tous les Génial. participants. Merci pour ce que vous faites. C'est vraiment important pour nos petites communes Merci. rurales. Merci à vous. Au Merci revoir. beaucoup, avec plaisir. Au revoir.